Bonjour et bienvenue sur la chaîne Oak Island Research pour un nouvel épisode. Alors on va laisser un petit peu de côté notre ami Léonard de Vinci pour le moment et on va rentrer dans un domaine que je ne m'attendais pas à découvrir lors des recherches sur Oak Island. Et pour moi c'est la plus belle découverte. C'est quelque chose je pense que personne n'a jamais vu ou compris. Je vais vous le partager évidemment. Et pour moi ça a la même importance que la découverte de la cryptographie sur la carte de Zina Halpern, son décodage, son positionnement sur Oak Island, ce qui est quand même quelque chose de fondamental. Donc quand je vous dis que ça a la même importance, pour moi plus, c'est un peu merveilleux ce que je vais vous montrer. Je vous l'avais promis il y a 2 vidéos, j'avais fait une petite divergence sur Léonard de Vinci parce que je voulais absolument faire cette vidéo. Il y en a un petit peu plus sur Léonard, mais on va le laisser de côté. Et là, on va parler de cryptographie et du Graal de Rochefoucauld, que vous ne connaissez probablement pas. Moi non plus, il y a 1 an et demi. Et je sais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le Graal de Rochefoucauld. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, on y va, on se lance. C'est parti. Cette vidéo risque d'être un tout petit peu longue parce qu'il y a pas mal de matière. Certains d'entre vous se plaignent quand je fais des vidéos un peu courtes. Donc vous pouvez n'hésiter pas à mettre en pause, aller boire un café, prendre un thé, prendre une bière, vous réinstaller tranquillement, et puis on verra à la fin de la vidéo combien de temps j'ai mis à vous livrer tout le contenu. Enfin, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, regardez la playlist de la chaîne pour vous y retrouver entre les vidéos françaises, les vidéos anglaises pour le public américain, la numérotation, les playlists sont claires, sont dans le bon ordre, avec la bonne numérotation, donc n'hésitez pas à utiliser les playlists. Allez, on avance. Alors pour une des rares fois, je l'ai fait pas mal en anglais, là c'est la première fois en français. Je vais utiliser du matériel qui ne m'appartient pas et sur lequel j'ai pas les droits d'auteur, mais YouTube le tolère dans la mesure où si c'est pour des activités de recherche, d'éducation ou autres, et que c'est pas évidemment l'œuvre intégrale et qu'on la cite, YouTube a ce qu'ils appellent le fair use. Ça permet de citer et de montrer des images quand elles ne nous appartiennent pas dans le cadre d'une vidéo YouTube. Donc je tenais à faire cette petite précision. Alors on va commencer notre voyage aujourd'hui, et c'est le cas de le dire, vous le verrez dans quelques vidéos, par de la cryptographie. Alors la cryptographie, on a vu déjà dans la carte de Zina Halpern que la langue des oiseaux, qui est d'origine des troubadours, d'après ce que j'en ai compris. Les troubadours, je ne suis pas un expert en troubadourerie, mais se déplacer au Moyen-Âge de château en château, de fief en fief, pour porter la bonne nouvelle, et il semblerait qu'ils agissaient aussi comme espions, puisqu'ils entendaient tout ce qui se passait dans les cours des uns des autres, et via la langue des oiseaux, se permettaient de passer des messages cachés et codés dans des chansons qui annonçaient les nouvelles du pays d'à côté. Bon, ça c'est ce que j'en ai compris. Il y a peut-être des experts parmi vous sur la troubadourerie, ça doit même pas se dire comme ça, sur les troubadours et le langage des oiseaux. Donc la carte de Zina utilise des techniques de la langue des oiseaux pour sa cryptographie, et vous avez suivi sur les vidéos la façon dont elle a été décodée et positionnée, et ce qu'elle révèle derrière. On va aller un petit peu à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, c'est un sujet que j'ai étudié il y a 15 ans. J'ai traîné 4-5 ans de ma vie à essayer de comprendre ce qui se passait. Il y a tellement de brouillard et tellement de choses fausses qui ont été introduites que j'ai un peu abandonné, puis il y a des gens qui étaient beaucoup plus experts que moi. Mais ça m'a donné un certain entraînement et un œil à propos de la cryptographie. À propos, par exemple, du chemin de croix qu'on trouve dans l'église Rennes-le-Château. Toute église qui se respecte a un chemin de croix. On voit les 14 stations qui représentent les 14 étapes de la passion de Jésus, qui est l'explication de ses derniers jours sur terre avant qu'il soit crucifié. Et ceux de Rennes-le-Château sont particuliers parce qu'il y a plein d'anomalies dans ces icônes et dans ces dessins. Et je cite le site de Rennes-le-Château Archives. Je vais mettre toutes les références si vous voulez aller sur tous les sites que je vais montrer aujourd'hui, je vais mettre ça dans les informations. Il y a donc quelqu'un, alors je sais pas, j'ai pas le nom de la personne, mais qui est sacrément expert puisqu'il est propriétaire du site, qui explique que nous sommes maintenant certains que Boudet, donc l'abbé Boudet, qui aurait initié Saunière, qui était curé de Rennes-les-Bains. Il excellait dans l'art de la cryptographie, c'est lui qui a écrit ce fameux ouvrage basé uniquement sur la langue des oiseaux qui s'appelle le Cromlech de Rennes-les-Bains ou la vraie légende de je sais plus quoi celtique, il faut le retrouver aussi sur internet. Bouquin entièrement codé, personne n'est arrivé à décoder entièrement le truc pour l'instant.
Donc il était l'élève de Gasque. Alors j'ai plus son nom, Gasque, je l'avais lu. C'est un peu son initiateur à lui. Et Béranger Saunière a peut-être bénéficié des conseils de son complice Boudet. Ensemble, ils ont donc pu élaborer une codification subtile qui peut être déchiffrée par des moyens conventionnels. Et il cite les stations, un meilleur exemple du travail de cryptographie visuelle. Et là, ce qu'il explique est extrêmement intéressant. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment parlé. Il dit 3 degrés de lecture peuvent être envisagés. Première lecture, chaque station apparaît comme une image biblique conventionnelle. On n'est pas très initié, aucun observateur non préparé n'y verrait la moindre curiosité. Bon, c'est une église comme une autre, il y a 14 stations, rien à signaler. Deuxième lecture, quand on regarde de plus près, les images sont complexes, pleines de détails, curieux. La recherche d'un code est alors tortueuse, mais il y a des choses anormales qui apparaissent. La lecture peut montrer qu'il y a quelque chose à chercher, mais c'est tout. Ce degré de lecture, dit-il, est une fausse piste destinée à faire perdre le chercheur. Et la troisième lecture, c'est la bonne. C'est celle qui permet de comprendre les pièces du puzzle. Il faudra développer beaucoup d'ingéniosité. Je me suis permis de ma propre expérience avec, surtout Oak Island. J'ai rajouté les points en bleu, c'est les miens. 2 points supplémentaires. Puis vient le temps de l'interprétation donnée à ce qui est découvert. Ok, on va avoir des pièces du puzzle sous les yeux, on va les mettre ensemble, et puis quoi? Il faut le remettre dans le contexte de ce qu'on est en train de chercher, ce sur quoi on est en train de travailler. Et ça m'est arrivé, donc je m'en méfie. Ça m'est arrivé déjà 2 fois où j'ai dû supprimer 2 vidéos. Le cas de la pareidolie. La pareidolie, c'est de voir des choses qui n'existent pas. C'est qu'à force de chercher des choses dans les tableaux, dans les dessins, on finit par les trouver dans les nuages. À force de voir Oak Island dans les nuages, un jour, il est apparu. Non, ça, c'est pas vrai. Mais je me méfie beaucoup qu'à force de chercher, on finit par trouver ce qu'on cherche. Alors, il faut rester très neutre sur son approche, et quand ça n'existe pas, eh ben, ça n'existe pas. Mais c'est très dur quand on est chercheur, parce qu'on est orienté, on veut mettre les pièces du puzzle, et on a parfois tendance à inventer des pièces du puzzle qui n'existent pas. Et ça m'est arrivé, et en toute honnêteté, j'ai retiré les vidéos, et ça peut arriver à n'importe qui, donc il faut se méfier de la pareidolie. Donc ça, c'est de la cryptographie visuelle qui a été employée, alors par exemple en détail sur une des stations. C'est encore à droite, ça vient du site Rennes-le-Château Archives. Donc par exemple sur la station 8, donc Jésus qui porte sa croix, un détail surprenant et visible, un jeune enfant dans les bras d'une femme est langé dans un plaid aux couleurs écossaises. Ça devrait raconter la vie de Jésus à Jérusalem dans les années 30, donc, à peu près. Et je pense pas que les Écossais tissaient du tissu écossais à l'époque et qu'à Jérusalem, ils le savaient. Donc là, c'est la première interrogation, c'est qu'est-ce que ça fait là? Donc on le voit à gauche, hein, la femme. On va le voir, j'ai fait un zoom encore plus grand, mais on voit ici, sur cette section, là, on voit bien que le motif, il y a un plaid avec un motif, quoi. Curieux anachronisme que c'est tissu. Il est clair que ce détail écossais a très bien pu être ajouté par la suite puisqu'il ne demande qu'un peu de couleur, mais quel message se cache derrière le symbole? Alors là, c'est dans l'interprétation. Pour beaucoup, l'image d'une allusion au fils de la veuve selon le rite écossais, donc des histoires de francs-maçons. Mais pour Gérard de Sède, qui était un des tout premiers écrivains sur Rennes-le-Château, c'est pas juste, la caractéristique des grades est de positionner au-dessus de la maçonnerie bleue, il y a donc une incohérence, etc. Mais c'est pour dire que si on regarde l'image suivante, c'est la même station de croix qui représente le même événement dans la vie de Jésus, à droite dans l'église de Saint-Aubin de Lanquet, je sais pas où elle est, et à gauche dans celle de Rennes-le-Château, et on voit ici que les langes sont bien blanches, hein, il n'y a pas de motif, alors que ici les langes ont été peints, rajoutés, pour signifier quelque chose. Chaque station de croix de l'église de Rennes-le-Château a une anomalie. Il y a 14 anomalies, ou plus, mais je veux dire, chaque peinture en possède une. Ça, c'en est une qui était facile à expliquer. D'accord? Alors, premièrement, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le tableau, qui n'est pas dans le contexte, qui est achronologique, qui est paradoxal, qui ne va pas avec le reste. Deuxième, se poser la question, qu'est-ce que c'est, comment je l'utilise, qu'est-ce que ça veut dire? Et troisième étape, le remettre dans le contexte général. Et c'est ce qu'on va faire ensemble à propos d'Oak Island, mais pas avec les icônes de Rennes-le-Château. Alors, je vais vous parler de ce livre que vous ne connaissez certainement pas, et moi non plus il y a un an, comme je le disais, j'en suis tombé amoureux. Ce livre s'appelle Le Graal de Rochefoucauld. Alors, comment c'est arrivé? Je vais un peu sortir du PowerPoint. Et un beau jour, alors si je le retrouve, parce que je les ai préparés, évidemment c'est le seul que je n'ai pas préparé, j'étais chez moi, puis je réfléchissais à cette histoire de
la carte de Zina Alpern, et notamment le texte en haut à droite qui dit « 7 dessins pour Monsieur François Rochefoucauld, un petit verre d'après Nostria, etc. » Pour Monsieur François Rochefoucauld. Évidemment, très tôt, avec Michael, on est allé chercher dans la famille Rochefoucauld qui s'appelait François. Il y en a au moins 35. Impossible de savoir duquel on parle, donc de le remettre dans le contexte temporel. Mais ce Rochefoucauld, il intrigue parce que il réapparaît, la famille Rochefoucauld réapparaît de temps en temps dans cette histoire d'Oak Island. L'expédition du duc d'Anville de 1667 de mémoire, 1670, pardon, 1610, 1760, je sais plus, l'expédition du duc d'Anville, le plus grand amas de bateaux français qu'on a jamais fait, même je réfléchis, mais de façon moderne aussi, qui part sauver le Canada, et à l'époque on était en guerre contre les Anglais, qui se prend tempête sur tempête sur les 90 bateaux qui partent, il en reste 20 à l'arrivée, et qui était le chef de toute l'expédition, c'était un Rochefoucauld, le duc d'Anville, qui était en fait Jean-Baptiste Rochefoucauld. Les Rochefoucauld, on les retrouve très fréquemment quand on tourne autour de Oak Island. On trouve aussi, je voulais vous l'illustrer, mais j'ai oublié, dans la saison 3 ou 4 de La Malédiction d'Oak Island à la télé, l'équipe va visiter au château de Rochefoucauld à La Roche, en Angoumois, une descendante pour lui parler de la carte. Bill Jackson lui-même écrit, et c'est une grande controverse, j'y arriverai peut-être un jour avec Scott Walter, mais il écrit que il a récupéré la carte de Zina Alpern auprès des Rochefoucauld. Il l'aurait achetée. Bon, ou il en aurait fait une photo. L'histoire de la provenance, il y a des grandes controverses, mais je vais vous les épargner pour l'instant. Néanmoins, après le boulot un soir, je me mets devant l'ordi, et puis à tout hasard, je tape Rochefoucauld, et puis Grail. Alors, en français, le Graal. En anglais, le Grail, G-R-A-I-L. Pourquoi je tape ça? Parce que dans ce qui est potentiellement sous l'île, alors on a plein de trésors possibles. Ça va du corps de Jésus et de la famille, jusqu'aux joyaux de la couronne française de l'histoire des diamants de je sais plus qui. Ça va jusqu'à Francis Bacon et les écrits originaux de Shakespeare, etc. On trouve de tout sous cette île, qu'on n'a jamais rien trouvé en fait. Et un des candidats possibles, c'est le Graal. On ne sait pas ce que c'est le Graal, mais ça serait cette coupe qui aurait récupéré le sang de Jésus lorsqu'il était sur la croix, et qui aurait été ramené par Joseph d'Arimathie en Angleterre. Imaginez Camelot, la série française à la télé. C'est ça le contexte historique. C'est le Graal qu'on cherche et qu'on ne trouve pas. C'est devenu même une allégorie. C'est devenu un symbole, quoi, aller chercher le Graal. C'est même plus un objet. Et le Graal ferait partie, on a aussi, qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'Arche d'Alliance qui pourrait être sur Oak Island, enfin il y en a une tripotée de candidats. Donc un beau jour, je tape Rochefoucauld, Graal, alors je le mets en anglais, Grail. Puis là, je vois déjà qu'il y a des retours, tiens, c'est particulier ça. Je vous le fais en live comme je l'ai vécu. Hein. Et je vois que Rochefoucauld, Grail, mais en fait, il y a un truc qui s'appelle Rochefoucauld, Grail, et puis il y en a des kilotonnes. Alors vous avez vu que je les ai tous cliqués, à force de travailler dessus, je suis allé voir tous les liens possibles. Tiens, en bas, il y a une vidéo de Oak Island Research. C'est la vidéo que j'avais fait en anglais le 2 février 2022, donc ouais, il y a 1 an et demi déjà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Rochefoucauld Grail? Eh bien, j'ai cliqué sur les liens, et celui qui est intéressant, c'est celui-là, Sotheby. Sotheby, c'est une maison aux enchères, comme Drouot, qui vend des choses rares et qui vend des choses chères. Donc, on apprend que en 2010, voilà, bidding is closed, qui veut dire les enchères sont terminées. Estimation du bouquin, parce que c'est un livre dont on voit une partie, entre 1 500 000 et 2 millions de livres britanniques. Il a été vendu pour 2,3 millions au final. 2,3 millions de livres britanniques, soit 2,5 millions d'euros, 2,6 millions d'euros, qui en fait un des 10 livres les plus chers sur la planète. Rien que ça. Alors, il est composé de 3 grands volumes, 40 cm de haut par 30 cm, c'est un gros bouquin. Et puis, quand on lit Provenance, alors, il aurait été écrit et illuminé en Flandre. Alors, c'est pour couper court et tout de suite voir ce que c'est, je vais vous montrer en réel, puis j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà un livre de la série du Graal, d'accord? Donc celui-là, c'est celui de la bibliothèque royale anglaise, c'est un des livres. Je vous donnerai les liens, hein. Et on peut parcourir très librement. Alors au début, c'est les pages blanches, mais on va arriver au texte, voilà. Donc on peut parcourir ce texte, et si on zoome, on a vraiment une excellente qualité, hein. Ils ont pris des photos à très haute définition.
C'est du français, tout est écrit en français, je suis incapable de le lire dans le texte. Il faut que je me concentre, il faut que je cherche des mots, il y a un mot sur deux qui n'est plus écrit comme ça, qui veut plus, mais on reconnaît de temps en temps, sans problème. Tiens, regardez là, on a Vivet, V-I-V-A-I quelque chose, mais je peux pas vous lire le mot d'après. Réonc, ne me loie à qui, c'est du vieux français, donc impossible à lire dans le texte. Et puis, le scan, alors c'est des pages de texte sur 3 colonnes, en prose, c'est la première fois que c'est écrit en prose. On va revenir sur l'histoire. Et puis, de temps en temps, on a des enluminures, comme ici. Alors, de toute ma vie, j'ai vraiment jamais aimé ces enluminures. Je les ai toujours trouvées naïves et grossières. Je peux vous dire qu'après ce que j'ai trouvé dans ces dessins, j'ai beaucoup plus de respect pour les personnes qui les ont faites. Donc voilà le genre d'enluminure. Et sur un volume, le Graal de Rochefoucauld, il y a 133 illuminures majeures. Voilà, on voit une deuxième. Donc là, c'est par exemple, ben voilà, la scène où le Christ est mort sur la croix, parce que ça raconte l'histoire du Graal, de Camelot, et tout ce qu'on voit avec Alexandre Astier, mais la vraie histoire. Hein. Et je me défie à quiconque de le lire dans le texte et de comprendre l'histoire, même quand elle est traduite en français moderne, elle est enquiquinante. Mais ces illuminures sont intéressantes. Donc là, on voit Jésus qui est crucifié, avec les deux autres... il y avait Barabar d'un côté, je ne sais plus qui, un autre brigand qui était crucifié en même temps. Et dans la coupe, qu'on voit en gris en bas, il y a Joseph d'Arimathie, qui est en train de recueillir le sang du Christ. Après le coup de pilum qui s'est pris, et ça, je pense qu'à gauche c'est Marie, alors je sais pas, il doit y avoir Marie sa mère et Marie Madeleine, puisqu'on sait d'après la Bible que c'est les deux femmes qui étaient venues après la mort du Christ pour le soutenir et qui ont vu son dernier souffle. Voilà, donc il y a pas mal d'enluminures, je vais revenir ici. Donc ça vient d'où? Ça vient des Flandres ou d'Artois, retenons-le, ça va nous servir plus tard. Deuxième ou troisième décennie du 14e siècle, of the 14th. Je pense qu'il y a une erreur. Si, 14e siècle, c'est 1300, c'est ça. Donc 1300, il est daté à 1325-1340 environ. Probablement commandé par Guy VII, baron de Rochefoucauld. Et nous y revoilà, avec les Rochefoucauld. C'est pour ça qu'on appelle ça le Graal de Rochefoucauld. Le Graal, parce que ça parle du Graal et de toutes les 5 livres principaux qui font la légende de la table ronde. Pourquoi? Parce que Guy était stationné dans les Flandres en 1317-1318 en tant que représentant du roi Philippe V de France. Intéressant. Les Rochefoucauld, je ne sais pas s'il y en a dans l'audience, avec tous mes respects, c'était pas des rigolos. Hein. C'est compagnons du roi de France, c'est parti aux croisades. Je vais vous montrer les titres de la famille Rochefoucauld. C'est une des plus grandes familles françaises. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant encore dans ce texte en anglais? On voit que c'est passé... Alors, les Rochefoucauld l'ont eu... Voilà, les 3 volumes qui sont vendus aux enchères sur le site Sotheby's font partie d'un set qui en faisait 4 à l'époque, originellement. Il y avait 4 volumes, et là, il y en a 3 à en vendre. Le 4e volume qui n'est pas à vendre, il est partagé entre Manchester, la bibliothèque de Manchester, la bibliothèque John Rylands, sous la référence FR1, et la bibliothèque Bodleian d'Oxford sous la référence 12 MS 215. Donc ça, c'était super parce que j'avais plein de trucs précis pour aller travailler, pour aller chercher, etc. Donc ça s'est passé de descendant en descendant dans la famille Rochefoucauld jusqu'à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe, où ils ont été, le bloc de 4 a été divisé et vendu, puisqu'ils n'apparaissent plus dans le catalogue de la bibliothèque privée de la famille dès 1728. Puis c'est parti chez des collectionneurs en fait, Robert Lang, Sir Thomas Phillips qui était un grand collectionneur de livres historiques, H.P. Krauss, et avant, le dernier propriétaire avant que ça soit vendu à Sotheby's, c'était la librairie J.R. Ritman d'Amsterdam, qui est une librairie privée, et qui avait les 3 manuscrits, et on a quelques photos qui restent de l'époque, ça va être intéressant. Voilà, après on nous parle de toute la littérature qui a été écrite au-dessus, etc. J'en reviendrai peut-être dessus. Sachez que pour faire les 4 volumes, il a fallu 200 vaches. C'est l'anecdote. C'est du vélin, c'est fait à partir de peau de bête, et il a fallu tuer 200 vaches pour faire 4 volumes, donc un manuscrit complet. Donc, le Graal de Rochefoucauld, très bien, donc on voit ce que c'est. Ça fait donc partie des récits épiques de la cour du roi d'Arthur et de la quête du Saint Graal. L'origine dans la légende celtique, parce que c'est les fées, c'est Mélusine, c'est... référons-nous, on a de la chance en France, on a Camelot, la série, donc même si c'est complètement barjot, il y a quand même un fond de base, je n'irais même pas dire historique, mais
où on peut se cultiver pour voir qui est qui dans les personnages. Léo Dagan, on va le retrouver par exemple dans nos vignettes. On va retrouver tous les acteurs, c'est marrant. On retrouve Geneviève, Léo Dagan, on retrouve Méléagan, hein, celui qui essaye de manipuler. Évidemment Lancelot, on va tous les retrouver. C'est la partie rigolote de cette étude. Qu'est-ce qu'on apprend ensuite? Les histoires ont d'abord été popularisées dans le nord de la France, Tournai, Artois, et Aliénor d'Aquitaine, qui est la mère de Richard Cœur de Lion, le lionceau de Talmont. Rappelez-vous la signature en bas à droite de la carte de Zina Alpern. Les Sud-Indiens travaillent très bon, le lionceau de Talmont. Le lionceau de Talmont, c'est une ville en Nord-Aquitaine, enfin c'est en Charente même je crois, vers La Rochelle, hein, tout se passe là-bas, hein, La Rochelle, La Rochefoucauld, La Roche en Angoumois, et Léonard d'Aquitaine, donc c'était en plus c'était une fine politique. S'appuyant sur la tradition des troubadours du Sud, on y revient, qui avaient l'habitude de cacher des choses. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent dire par cette phrase? Je sais rien. Dont les récits épiques de bravoure et de gloire sur le champ de bataille plaisaient, les romans courtois s'adressaient à un public aristocratique. Imagine le prix du bouquin, il n'y avait pas Gutenberg à l'époque, hein, tout juste. Donc les bouquins ils étaient faits à la main, un par un. Donc évidemment c'était un public aristocratique, surtout c'est le seul qui savait le lire. Donc plus raffiné au milieu du XIIe, scientifié aux valeurs courtoises d'Arthur et de ses chevaliers, vers la fin du siècle, donc au fin du XIIe, les légendes ont été christianisées. Alors que la quête du Saint Graal est devenue un des thèmes centraux. Et que les chevaliers ont évolué en soldats du Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'école, moi au collège, on nous avait bassiné de ça. Chrétien de Troyes, Tristan Isolde, tout ça c'est les mêmes approches. Chrétien de Troyes, c'est l'ancêtre, c'est le précurseur de ces livres-là, hein, les idées viennent de lui. Chrétien de Troyes, c'est 1100 et des brouettes de mémoire. La British Library donc possède la plus grande collection de manuscrits arthuriens. Ils en ont 40 sur les 500 qui survivent dans le monde entier. Donc la production totale, je crois que j'ai lu que c'était 650, multiplié par 5 ou 4 volumes, pardon, 5 histoires, 4 volumes. Donc ça fait quand même 2500 manuscrits écrits à la main, qui parlent de la même chose, sous diverses versions. Ça fait un sacré paquet de vaches assassinées pour faire tout ça. Mais bon, c'est une autre histoire. Ils vont les grands volumes magnifiquement éclairés, ok. Ensuite, le texte français le plus populaire à partir des premiers manuscrits est ce qu'ils appellent la prose Lancelot Graal. Largement copié et diffusé en Europe francophone à partir du moment où les textes ont été composés pour la première fois. Donc les textes sont stables 1220-1240. Et le Graal de Rochefoucauld, c'est 1325-1340, celui qui nous intéresse. D'accord ? Les éditions imprimées par Gutenberg, deviennent plus accessibles au début du XVIe siècle. Gutenberg, pour rappel, il est né en 1400. Donc, hein, c'est des bouquins qui ont été faits avant Gutenberg et avant l'impression de la presse à imprimer. Donc, il y a 5 contes, là, dans 4 volumes. Ils sont généralement considérés, mais en fait, voilà toute l'histoire. Donc, on a l'histoire du Saint Graal, l'histoire de Merlin, Lancelot, la quête du Saint Graal et la mort du roi Arthur. Voilà les 5 ouvrages qui composent, les 5 contes qui composent le Graal de Rochefoucauld. Alors, je vous ai montré British Library. Je voulais quand même vous montrer. Donc, la British Library, là, c'était je vous donnerai le lien. Hein. On peut juste en allant ici à droite, à gauche, avec les flèches, consulter. Il y a quand même. Alors, c'est les folios. Un folio, c'est une page, si ça voulait bien être stable. Hein, c'est peut-être moi, ça vient peut-être du bonhomme. Voilà. Il y a quand même pour un livre, donc il en faut 4. Il y a quand même 160 pages par livre. x2, puisque c'est right, c'est recto, verso, recto, verso, recto, verso. Donc il y a 160 feuilles, donc il y a 320 pages par manuscrit. Là, c'est pas rien. Hein. Ça devait prendre quelques années à fabriquer cette histoire. Alors parlons un peu des Rochefoucauld. Voilà le site Wikipédia de la maison des Rochefoucauld, originaire de l'Angoumois. Première maison vers 1019. Ils ont participé à toutes les batailles de France. Quand on regarde à droite, donc je vous laisserai lire l'origine si ça vous intéresse, d'où ça vient. Et ce qui est marrant, c'est les charges. Donc, dans la famille Rochefoucauld, il y a eu des chambellans du roi de France, grand veneur de France, grand maître de la garde-robe du roi. La première fois que j'ai lu ça, j'étais mort de rire, je me suis renseigné. C'est l'équivalent aujourd'hui du... comment on appelle ça dans le militaire? L'aide de camp du général, hein, ou du maréchal. C'est juste le N-1, quoi. C'est un super haut niveau. Ministre de la Maison du Roi, pair de France, ministre, ambassadeur de France, député, conseil général, lieutenant général des armées du roi, Field Marshal of Great Britain, grand marshal de Danemark, grand aumônier,
La famille a généré 3 cardinaux quand même, donc on en connaît un très bien, François de la Rochefoucauld le cardinal. Il y a eu le François de la Rochefoucauld, auteur des Maximes. Il y en a un, je ne sais pas si c'est pas celui l'auteur des Maximes, qui est parti en Amérique, à Philadelphie, juste pendant la Révolution américaine du temps de Lafayette. Enfin, c'est des gens qui sont une famille qui est impliquée dans l'histoire de France d'une façon remarquable, hein, remarquable. Alors, les Rochefoucauld, celui qui nous intéresse, Emma, Guy, c'est la branche Guy. Alors, des Guy, il y en a combien? Il y en a Guy 6, Emery, Guy 7, c'est le nôtre. Donc, il est suspecté d'avoir commandité le Graal de Rochefoucauld. Baron en 1297, baron de Marton, de Blansac, de Cellefroin, de Bayers, il servit le roi de France, Philippe le V contre les Flamands, et c'est probablement à ce moment-là qu'il a commandé le Graal de Rochefoucauld. Il fonde en 1329 le couvent des Carmes de la Rochefoucauld à La Roche-en-Angoumois. Il fit son testament en 1344, il avait épousé Agnès. On n'apprend pas grand-chose, au moins 9 enfants, seigneur de guerre, servi le roi de France, donc très haut niveau. Et c'est lui qui commanderait, qui aurait commandé ce livre. Alors Rochefoucauld, j'en ai un autre qui est aussi un peu plus marrant, il est là. Donc c'est le site charente-angoulême.philippe.fr, donc c'est des gens qui sont passionnés de leur région. Je vais zoomer ça pour que vous le lisiez un peu mieux, parce que la première fois que je l'ai lu, j'ai cru avoir un arrêt cardiaque tellement c'était beau, mais non. Guy VII, seigneur de Rochefoucauld, servi Philippe le Long, 1301, contre les Flamands, donc qui a participé à la guerre. Excommunié, quand je vois ça, je dis, bah la belle affaire. Il était excommunié, le Guy. Et c'est pas rien quand même. Excommunié par Aigelin de Blaye. Alors on se dit, ok, il a excommunié parce qu'il a trempé dans des affaires. Alors les Templiers, on vient de finir. La fin des Templiers, 1307. Et là, on est juste après. Alors la famille Rochefoucauld n'a pas été templière. Personne, on a checké, à notre connaissance, dans toute la lignée des Rochefoucauld, n'a servi sous l'ordre du Temple. Par contre, il y en a 2-3 qui ont fait les croisades. Avant que l'ordre du Temple soit créé, ou juste avant. Donc il y a peut-être un lien. Donc il est excommunié par Aigelin de Blaye, évêque d'Angoulême. Et pourquoi il est excommunié? Parce qu'il a refusé de porter un des pieds du fauteuil de l'évêque le jour de son intronisation. Alors ça n'a pas plu à l'évêque, alors il a excommunié carrément. Alors ça c'est la version officielle, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière. Il a été admis au sein de la communauté chrétienne quelques années après, je sais plus, je crois que c'est le pape carrément qui a cassé l'excommunication. Mais apparemment j'en déduis que Guy c'était pas un tendre, et que les chrétiens, ça lui faisait pas trop peur en termes de ce qu'il valait, et qu'il allait pas se agenouiller à porter un pied du fauteuil d'un gars qui lui devait rien. Je pense que c'est ça un peu l'état d'esprit du Guy. Enfin bon, Guy aurait commandé le Graal de Rochefoucauld. Alors je vais un peu lentement, mais je mets les morceaux ensemble, hein. Donc on a commencé avec la petite cryptographie, je suis en train de vous parler d'un livre, un livre qui a des images et des miniatures. Juste pour résumer, qu'on se comprenne bien, parce que je vais en parler dans plusieurs épisodes de ce Graal de Rochefoucauld. Donc le Graal de Rochefoucauld, les 4 volumes, on a 3 volumes qui, à un moment, appartenaient à la Bibliothèque philosophique hermétique d'Amsterdam, qui est une collection privée d'ouvrages hermétiques un peu occultes et autres. Donc il y a 3 volumes, et le 4e volume, il est séparé en 2. Il y en a une partie qui est à la Bodleian Library et qu'on peut consulter sur le web, et l'autre partie qui est à la John Ryland Library. Et ça, c'est un pack de 5 contes d'histoire du Graal. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, la mort d'Arthur, Lancelot, la découverte de Merlin, etc. Et on sait qu'il y a 500 encore copies, 500 encore des recueils où il y en a 4 à l'intérieur, qui sont disséminés dans des bibliothèques de par le monde. Alors, je le dis tout de suite, en spoiler ou quoi, le seul qui nous intéresse, c'est le Graal de Rochefoucauld. Les autres, j'ai beaucoup travaillé dessus, il n'y a rien d'intéressant pour notre histoire à l'intérieur. Ils sont très intéressants en soi, culturellement, historiquement, mais pour notre histoire de Oak Island, il n'y a rien. Le seul qui présente des choses complètement hallucinantes à propos d'Oak Island, c'est le Graal de Rochefoucauld. Et on n'y a pas accès, parce que c'est le seul, les 500 autres, ils sont disponibles dans toutes les librairies du monde, publiques, scannés, haute résolution, on y a accès. Graal de Rochefoucauld, c'est le seul des 500 qui est tenu dans une collection privée, qui n'a jamais vu, là, ces 3-là, n'ont jamais vu, ne savent pas ce que c'est une bibliothèque municipale ou une bibliothèque nationale. Ils ont toujours été dans des mains privées, et peut-être que ceci explique cela. Alors le projet Lancelot, que j'ai découvert grâce à Sotheby,
Le projet Lancelot, je vous donnerai le lien aussi. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est bon signe, c'est que ça vous intéresse tout ce que je raconte. Il est là. Alors, je vais reprendre l'URL de base. Voilà, on arrive sur cette page. Lancelot Graal Project. En fait, c'est l'université de Pittsburgh, allez savoir pourquoi, qui a pris sur lui, des étudiants, de comparer morceau d'histoire par morceau d'histoire et enluminure par enluminure, les différentes versions. Par exemple, oui, j'ai cliqué sur tout, hein, j'ai tellement... non, ça c'est... Oh si, ça peut l'être. Par exemple, on voit ici le roi Mordrin sur son rocher. Dans la version qui est maintenant à Rennes, qui a été référencée sous BM 255, le même morceau et le même passage fait par d'autres personnes, probablement d'autres auteurs, qui est en ce moment la bibliothèque du Mans, référencée sous MM 354. La London British Library, on n'a pas d'image. La London Royal, la 14E, qui n'est rien d'autre que celui que j'étais en train de vous montrer, celui-là, sa référence c'est bien... faudrait que je remonte, pardon. Sa référence est bien MS14E3 en haut à gauche, MS14E3, donc c'est celui-là, MS14E3. Il n'y a pas d'image à propos de cette section. Le Amsterdam, c'est celui qui nous intéresse parce que c'est celui qui était tenu par la bibliothèque d'Amsterdam qui a été vendu via Sotheby's, donc c'est le Graal de Rochefoucauld. La version de Paris, il n'y a même pas de texte, il n'existe pas à propos du roi Mordrin sur le rocher. Et la version Paris BNF 9123 montre le texte et l'image. Et en fait, ils ont comparé tout ce qu'ils ont pu comparer. Donc c'est une source géniale quand on s'intéresse au Graal de Rochefoucauld, parce que c'est le seul endroit où on trouve des images du Graal de Rochefoucauld. Et elles n'y sont pas toutes. Il y a 133 illuminures, et on les a pas toutes. On n'en a que certaines. Donc ça, c'est un site hyper intéressant. Tiens, en voilà une. Ça vient du Graal de Rochefoucauld, et c'était photographié pendant que c'était encore à Amsterdam. Ça n'a pas été photographié par Sotheby's. Alors, on va continuer avec le PowerPoint, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Hein. Voilà une autre planche où, alors celui-là, ça a été photographié par Sotheby's, entre autres, cette image-là, hein, juste évidemment l'image et pas le texte, et on le retrouve évidemment dans le Amsterdam, sur le folio 88 verso. Je suis épaté moi-même d'être à l'aise avec tout ça. Au début, qu'est-ce que je ramais avec ces abréviations et comprendre comment c'était structuré ces différents manuscrits et c'était quoi dans les colonnes. Je m'épate moi-même d'être à l'aise. Et on voit qu'il n'y a pas d'équivalent sur les autres versions. C'est spécifique et propre à cette version-là. D'accord ? Donc voilà le lien en bas, mais je le remettrai dans la petite boîte d'informations si vous voulez aller parcourir ce site. En anglais, malheureusement. Alors, sur toutes ces versions, il y a 500 versions. On voit bien que les artistes ont contribué à plusieurs versions. Donc, c'est des équipes de 3-4 moines copistes et enlumineurs qui ont travaillé sur plusieurs versions parce qu'on voit le style, par exemple, celui du milieu, là, on voit Joseph d'Arimathie sur son lit de mort. Donc, on voit ici, ça, c'est le Royal 14E3, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure. On voit ici le Royal 14E3. En fait, tout ça, c'est le Royal 14E3, qui n'est pas le Graal de Rochefoucauld. Mais on va voir que les images, notamment le cadre, la composition, on pense que c'est les mêmes auteurs. Et pour autant, le Royal MS-14 n'est pas codé. Il n'y a rien en crypto à l'intérieur. Ou rien que je n'ai encore compris. On va rester humble. Celui de Rochefoucauld, par contre, celui-là, il vous pète à la figure à propos d'Oak Island. On va voir si vous-même arrivez à trouver les indices. Ok, on va continuer. Alors voilà, très intéressant. Voilà les images qu'on a. Donc il y en a 133 sur le Graal de Rochefoucauld. Voilà tout ce qu'on a disponible sur Internet. Les personnes qui sont propriétaires des livres n'ont pas jugé bon de partager le contenu. Hein, je les comprends, ils l'ont payé 2,4 millions de livres, ils le gardent pour eux. Toute la partie de gauche, c'est des images qui ont été fournies par Sotheby's. Quand ils ont fait la vente, ils ont pris quelques photos. Et on les a en très haute définition. Là, je vous ai juste fait un résumé. On les a en très haute définition. Je vous fais un spoiler. J'ai trouvé, mais on y reviendra, on va faire des vidéos dédiées. J'ai trouvé des éléments, on va dire, flagrants de Oak Island dans celui-ci, celui-ci qu'on va voir tout de suite. Celui-ci, mais c'est moins flagrant. Celui-ci, c'est le plus beau. Et celui... Alors, et à droite, on a des images et des photos qui ont été prises lors du projet Lancelot Project, dont je viens de vous montrer le site. Donc, ça vient... C'est quand les livres étaient à la bibliothèque hermétique d'Amsterdam, la Bibliotheca Philosophia
Hermetica. Ils ont un site, hein, je suis allé le voir. Il n'y a plus de traces du Graal de Rochefoucauld, mais ils ont des livres intéressants. C'est le cas de le dire, un peu occultes et autres. Bon. Et donc, ce qu'il y a à droite, ça a des photos qui ont été prises du temps où le livre était dans les mains de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Évidemment, je suspecte que la bibliothèque d'Amsterdam les a toutes les photos. Ils ont dû prendre tout le recueil en long, large et en travers pour garder une trace avant de le revendre par Sotheby's. Mais nous, on n'y a pas accès. Donc, on n'a accès qu'aux 4 de droite. Et dans celle-là, c'est la prochaine qu'on va étudier. Mon ami Chico François, qui nous suit et dont il va revenir, parce que je vais le citer un moment, trouve comme moi que c'est la plus belle révélation qu'il y a dans celle-là. Donc on va étudier ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7, on verra, j'en ai encore un autre peut-être, tableaux et leur contenu, et vous allez voir que c'est assez frappant. Eh ben on va commencer par celui-là. Parce que quand évidemment, j'ai cherché, comme je viens de faire là, hein, je suis arrivé sur le site Sotheby's, j'ai trouvé cette image, et là je suis... Excusez-moi, mais... Enfin, quand même, là je me suis pris une gifle. C'est quoi l'histoire d'Oak Island? C'est l'histoire de 3 gamins, ou pas? On ne sait pas. Qui creusent sous un chêne, et sous ce chêne, un peu au-dessus de l'eau, ils sont sur une île, donc sur une colline, ils creusent un trou, et au bout de quelques temps... même quelques années, parce qu'ils n'ont pas été assez profonds au début, vous avez de l'eau bouillonnante qui remonte, de l'eau qui vient de l'océan et qui est remontée dans le puits avec grande pression, puisque c'est l'océan qui pousse. Ben, quand on voit ça, cette image, mince, Pinaise, j'ai un chêne, j'ai un trou sous le chêne, j'ai une tête. Alors au début, je n'avais pas vu la tête, mais si, elle y est. Donc il y a la couronne, hein, la couronne qui est là, et les yeux qui sont là. Hein, je vais vous le... La tête du gars qui est décapité, là. Alors, me demandez pas de citer qui est qui. C'est peut-être Lancelot et je ne sais pas. Mais en haut d'une colline, ou en fait d'un promontoire, est-ce que c'est pas une île? Et moi, ça m'a frappé. Et puis alors, ce qui m'a frappé le plus, c'est la forme de l'arbre. Vous en avez déjà vu beaucoup des arbres comme ça, vous? Des arbres qui ressemblent étrangement à ça? Et on va s'arrêter une seconde, quand même. Parce que c'est quand même flagrant, là. Il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Et en fait, il n'y a pas de preuve, là, c'est juste de l'intuition. Mais moi, ça m'a frappé en disant, attends, si c'est une coïncidence, c'est incroyable. On est en train de parler d'un endroit où il y a un arbre avec une forme assez particulière, dont la canopée est séparée en deux, et la forme, excusez-moi, mais la forme, c'est celle d'Oak Island, j'y peux rien. Il suffit de regarder les 2 images, naïvement, mais c'est la forme. Et puis, qu'est-ce qu'il y a sous l'arbre? Comme dans l'histoire du Reader Digest, il y a un trou avec de l'eau. Et d'ailleurs, dans la légende du Graal de Rochefoucauld, mais des autres, on parle de l'eau, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, de l'eau bouillonnante dans ce trou. Et c'est Lancelot qui trouve le moyen d'arrêter le piège à eau. Ça vous parle? Enfin, excusez-moi, il s'appelle Lancelot en plus. Lance et eau. Enfin, ça c'est faux, c'est des coïncidences, c'est moi qui raconte des histoires. Mais ça a assez attiré mon attention et ma curiosité pour continuer. Dire, mais attends, c'est le seul truc qu'on trouve dans ces images? Alors j'ai continué. Et puis j'ai vu cette image-là. C'est quoi? Elle est dans le Graal de Rochefoucauld, hein, elle est dans Amsterdam, c'est le feuillet 202 droit. Alors on n'y a plus accès, parce que on n'a pas en très haute définition, comme je vous l'ai montré avec les bibliothèques royales par exemple. Ça, c'est parti dans les mains de l'acheteur, qui a payé ses 2,4 millions de livres, et on ne sait pas qui c'est l'acheteur, c'était tenu secret. Et qui s'est quand même fendu de 2,4 millions d'euros pour acheter un bouquin. Ok, il va le revendre autant, c'est un investissement, mais quand même. Et donc on n'a plus accès aux images et pas en haute res. Donc les seules images que je peux vous proposer, c'est celle-là. Et le Graal de Rochefoucauld, voilà, donc ça c'est le texte qui va avec. Hein, au-dessus de ça, il y a un texte en rouge, tiens, on le voit ici. Donc il y avait 2 lignes, j'ai coupé pour maximiser la taille, mais ça c'est du vieux français. Chi apporte une damoiselle et un chevalier lettre au roi Arthur de Grand-Smerueil. Donc, on vous l'explique en dessous. Une dame, la messagère de la fausse demoiselle de Guenièvre. Ok, il faut quand même se taper l'histoire pour savoir qui est qui. Hein. Mais la dame, elle est là. C'est elle, la dame, là. Ayant jeté son voile à terre, il est là son voile. Hop. Accompagné d'un vieux chevalier. C'est le chevalier, c'est lui, c'est Berthollet. Apporte une lettre dans une boîte. Donc, voilà la boîte. Et voilà probablement la lettre. Au roi Arthur et à Guenièvre. Donc là, on a Arthur
Et là, on a Guenièvre, d'après ce qu'on nous explique. Je vous relis pas le truc en français. Donc, ok, je prends l'explication, je prends le texte. Très bien. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Ça, c'est la première niveau. Dans ce tableau, je vais pas vous le spoiler, parce que c'est le prochain épisode. Il y a des anomalies. Il y a des choses qui vont pas du tout, mais alors pas du tout dans ce tableau. Il y a des choses bizarres. Ça m'a frappé, ça m'a sauté aux yeux, peut-être parce que j'ai l'entraînement au bout de, je sais pas, 3-4 minutes de l'avoir vu. Et je vais vous demander de chercher, tout comme j'avais fait avec le public américain. Alors, allez pas voir la vidéo en anglais pour spoiler, parce que c'est tout expliqué après, mais jouons le jeu. Dans les commentaires, je voudrais que, si vous le trouvez, vous m'indiquez où il est. Qu'est-ce qu'on cherche? Parmi plein de choses et plein de significations, et on va en expliquer beaucoup dans la prochaine vidéo, est caché dans ce tableau un oiseau. Le dessin d'un oiseau. Oh, pas un petit oiseau. On va dire que l'oiseau, en longueur, représente un tiers de la longueur du cadre du tableau. Cet oiseau, je vous donne un gros indice que j'avais pas à l'époque parce que je ne savais pas ce que c'était. Et c'est mes amis américains via les commentaires qui m'ont expliqué que cet oiseau, en anglais, c'est un puffin. En français, c'est un macareux. J'étais pas plus avancé, je sais pas ce que c'est un puffin, je sais pas ce que c'est un macareux. Je suis allé sur Google pour chercher. Les Américains, quand je leur ai proposé ce jeu de trouver où il est l'oiseau caché, eh ben, ils m'en ont trouvé un autre que moi, j'avais pas vu. Et on en discutera. Donc, il y a peut-être 2 oiseaux cachés. Un, c'est sûr, c'est celui que je voudrais qu'on cherche. Oubliez le deuxième, à moins que vous tombiez dessus. Et puis, dites-vous que s'ils ont fait l'effort de cacher un oiseau dans ce dessin, c'est pas pour rien. Et cherchez d'autres choses qui vont pas dans ce dessin. Et je vous invite dans les commentaires à m'indiquer ce que vous trouvez. Si vous trouvez l'oiseau, dites-moi où il est, dans quelle position, dans quel angle, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Je parle pas du petit chien au milieu. Le chien, tout le monde le voit. Mais je parle bien d'un oiseau caché et peut-être d'un deuxième que moi, j'avais pas vu au début et que peut-être il est là en fait et il est bien caché. Et puis, lors de la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment il faut décoder ce tableau qui raconte quelque chose de merveilleux. Mais il faut juste prendre le temps de s'en imprégner et de voir ce que les auteurs ont voulu cacher tout en nous montrant tout, parce que tout est là. Et c'est ça la beauté de la cryptographie, c'est quelque part un dérivé de la langue des oiseaux, c'est les tableaux de Poussin et Ténier sur Rennes-le-Château, c'est en plein milieu de... Comment... meilleure façon de cacher quelque chose, montrez-le au grand public. Et c'est exactement ce qui a été fait. Et pendant 700 ans, de ce livre qui a été échangé dans diverses mains, 2 hypothèses, soit les gens savaient ce qu'ils cherchaient, comme moi qui l'ai trouvé par hasard, eux ils le cherchaient, et ils savaient que c'était dans ce livre-là. Soit, ben, je suis le premier, vous êtes les deuxièmes, bon, après 4000 Américains qui ont vu les vidéos, plutôt 60 000 parce que celle-là elle a bien marché, et vous allez comprendre où je vais en venir avec ce tableau. Donc je garde là, je fais un cliffhanger, n'hésitez pas à commenter, il y a des choses dans ce tableau, il y a un oiseau, peut-être 2 oiseaux à trouver, mais il y a beaucoup plus. Et si vous avez des idées, bah lâchez-vous parce que ça va devenir interactif et ça va être très marrant. Voilà. Ah, j'ai pas le dernier. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. Je vous remercie d'avoir suivi toutes ces explications. C'est un teaser évidemment, c'est que le début. Et on va étudier ces tableaux. Et on va prendre, si comme moi vous êtes passionné par ce qu'on est en train de faire, on va prendre 1 ou 2 vertiges en passant. Parce que chronologiquement, je vous rappelle que Christophe Colomb, il découvre l'Amérique en 1492. Allez, j'en ai trop dit. À bientôt, bonne soirée et merci beaucoup.